Au début, la jeune fille de la Dauphine aurait bien voulu compter les heures. Mais l'ingénieur de la 404 n'en voyait pas l'intérêt. Tout le monde pouvait regarder sa montre. Mais c'était comme si ce temps attaché au poignet, ou le bip-bip de la radio, mesurait autre chose. Par exemple, le temps de ceux qui n'avaient pas fait la bêtise de vouloir rentrer à Paris par l'autoroute du Sud, un dimanche après-midi, et qui n'avaient pas dû, dès après Fontainebleau, se mettre au pas, s'arrêter, 6 files de chaque côté. On sait que le dimanche, l'autoroute est réservée exclusivement à ceux qui rentrent à Paris. Remettre le moteur en marche, avancer de 3 mètres, s'arrêter, bavarder avec les 2 religieuses dans la 2 chevaux à droite, avec la fille de la Dauphine à gauche. Regarder dans le rétroviseur l'homme au teint pâle qui est au volant d'une caravelle. Envier ironiquement le bonheur du couple de la 203, derrière la Dauphine, qui jouent avec leur petite fille, plaisantant et mangeant du fromage. Ou être exaspéré par les 2 petits jeunes gens de la Simca qui précèdent la 404. Et même descendre aux arrêts et explorer un peu les alentours, sans trop s'éloigner, parce qu'on ne peut pas savoir quand la colonne se remettra en marche. Et il faudrait revenir au grand trot pour que ceux de derrière ne commencent pas un concert de klaxons et d'injures. Ce qui nous amène à la hauteur d'une tonus, devant la Dauphine, et nous permettra d'échanger quelques phrases découragées et ironiques avec 2 hommes qui voyagent avec un petit garçon blond dont le plus grand amusement est de faire rouler son auto sur la piste dégagée de la plage arrière. Ou bien, nous nous risquerons à avancer un peu plus, pour considérer avec une certaine pitié le vieux couple de la déesse qui ressemble à une gigantesque baignoire violette, où surnagent les 2 petits vieux, lui appuyé sur son volant, elle mordillant une pomme avec plus d'application que d'envie. Après 4 expéditions de ce genre, l'ingénieur avait décidé de ne plus sortir de sa voiture et d'attendre que la police résolve cet embouteillage d'une manière ou d'une autre. La chaleur d'août s'ajoutait à ce temps à ras de pneus pour rendre l'immobilité de plus en plus énervante. Tout était odeur d'essence, vocifération des minets de la Simca, réverbération du soleil sur les vitres et sur les chromes, et pour comble, l'impression d'être immobilisé dans une forêt de machines conçues pour rouler. La 404 de l'ingénieur se trouvait dans la 2e file à droite de la ligne médiane, qui normalement sépare les 2 courants de circulation, ce qui fait qu'il avait 4 autos à sa droite et 7 à sa gauche, mais en fait il ne pouvait voir distinctement que les 8 autos qui l'entouraient et ses occupants qu'il avait examinés à satiété. Il avait bavardé avec tous, sauf avec les garçons de la Simca qu'il trouvait antipathiques. On avait par bribes discuté de la situation dans ses moindres détails, et d'après l'opinion générale, on en avait pour jusqu'à Corbeil-Essonnes à avancer au pas. Mais après, entre Corbeil et Juvisy, ça irait mieux, parce que les hélicoptères et les motards entreraient en action. Tout le monde se disait qu'il avait dû se produire un accident très grave pour qu'on soit pareillement immobilisé. Sans compter le gouvernement, la chaleur, les impôts, le réseau routier, les banalités qu'on enfile, 3 mètres, un autre lieu commun, 5 mètres, une phrase tendancieuse ou un juron étouffé. Les petites bonnes sœurs de la 2 chevaux auraient bien aimé arriver à Milly-la-Forêt avant 8 heures parce qu'elles avaient un panier de légumes pour la cuisinière. Le couple de la 203 ne pensait qu'aux jeux télévisés de 9h30 qu'ils risquaient de manquer. La jeune fille de la Dauphine avait dit à l'ingénieur qu'il lui était égal d'arriver à Paris, mais qu'elle protestait pour le principe parce qu'il lui semblait scandaleux de soumettre des milliers de personnes à un régime de caravane de chameaux. Ces 2 dernières heures, il devait être à présent 5 heures, mais la chaleur était encore insupportable. Ils avaient dû avancer d'une 50aine de mètres. Selon l'ingénieur, à quoi un des hommes de la tonus, qui s'était approché pour bavarder, avait répondu en montrant ironiquement un platane solitaire sur le bord de la route. Et la jeune fille de la Dauphine se rappelait que ce platane, ou plutôt ce marronnier, était resté si longtemps à la hauteur de sa voiture qu'il ne valait même pas la peine de regarder sa montre et de se perdre dans des calculs inutiles.
On eût dit que le soir ne tomberait jamais. La réverbération du soleil sur les carrosseries, les vibrations de chaleur sur la route finissaient par donner le vertige et la nausée. Les lunettes noires, les mouchoirs imbibés d'eau de Cologne sur la tête, tous les trucs possibles pour se protéger, pour éviter un reflet strident ou les bouffées des tuyaux d'échappement à chaque remise en route, s'organisaient et se perfectionnaient, faisaient l'objet de plusieurs communications et commentaires. L'ingénieur descendit quand même à nouveau de voiture pour s'étirer les jambes. Il échangea quelques mots avec le couple d'allure paysanne de l'Ariane qui était devant la 2 chevaux des religieuses. Derrière la 2 chevaux, il y avait une Volkswagen avec un soldat et une fille qui avait l'air de jeune mariée. La 3e file à l'extérieur cessait de l'intéresser parce qu'il lui aurait fallu s'éloigner dangereusement de la 404. Il voyait des couleurs, des formes, Mercedes-Benz, ID, 4 chevaux, Lancia, Skoda, Maurice Minor, le catalogue complet. À gauche, sur l'autre voie, il y avait un autre fourré impénétrable de Renault, Anglia, Peugeot, Porsche, Volvo. C'était si monotone qu'après avoir bavardé avec les 2 hommes de la Tonus et essayé sans succès d'échanger quelques mots avec le type de la Caravelle, il ne restait plus qu'à revenir à la 404 et continuer la conversation sur l'heure, les distances, les films à voir, avec la jeune fille de la Dauphine. Parfois arrivait un étranger, quelqu'un venu de l'autre côté de la piste, et qui s'était faufilé entre les autos pour aborder une nouvelle, fausse probablement, et répétée d'auto en auto au long de kilomètres surchauffés. L'étranger savourait le succès de ces nouvelles, les portières claquées, les passagers qui se précipitaient pour commenter la chose, mais bientôt, un coup de klaxon. Un bruit de moteur faisait partir l'étranger en courant, on le voyait zigzaguer entre les voitures pour rejoindre la sienne et ne pas s'exposer à la juste colère des autres. À la fin de l'après-midi, on avait appris ainsi qu'une Floride était entrée dans une 2 chevaux près de Corbeil, 3 morts et un enfant blessé, qu'une Fiat 1500 avait heurté une fourgonnette Renault, laquelle à son tour avait renversé une Austin pleine de touristes anglais, qu'un autocar d'Orly plein de passagers en provenance de Copenhague avait capoté. L'ingénieur était sûr que tout cela ou presque tout était faux, bien que quelque chose du grave eût dû se produire près de Corbeil ou même à l'entrée de Paris pour que la circulation ait été paralysée de la sorte. Les cultivateurs de l'Ariane, qui avaient une ferme près de Montreux et connaissaient bien la région, parlaient d'un dimanche où la circulation avait été bloquée pendant 5 heures, temps qui paraissait presque dérisoire, maintenant que le soleil se couchait à gauche de la route et versait dans chaque voiture une ultime avalanche de gelée orange qui faisait brûler les chromes et offusquait la vue, sans que jamais un arbre s'effaçât entièrement derrière nous. Sans que jamais une ombre entrevue au loin se rapprochât suffisamment.